Bon, si vous voulez bien, on va essayer donc de commencer ce, je ne sais pas comment il faut l'appeler, colloque. L'administrateur a dit colloque, alors on va dire colloque. On va essayer en 2 jours de parler des 50 derniers millions d'années d'évolution. Oui, c'est une entreprise qui vous paraît... Ouais, on va essayer d'y arriver, hein. Alors, on a pris le parti, on aurait pu faire autrement, mais on a pris le parti de décliner cela dans le temps. C'est-à-dire qu'on va partir des plus anciens pour arriver aux plus récents. On aurait pu prendre d'autres méthodes. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez combien je suis attaché au terrain. Et notre travail, la paléontologie, ça commence par le terrain. Pas de terrain, pas de fossiles. Pas de fossiles, pas de colloque aujourd'hui. Pas de vitrine au foyer. On n'est pas encore rendu à l'époque où on expose le paléo-ADN. Mais ça viendra, sûrement. Mais pas encore pour le moment. Donc, de manière, compte tenu de cet a priori, décidé bien sûr avec Yves, autrement dit, si ça ne vous va pas, on est 2 responsables, je ne suis pas tout seul. Hein. Il partage avec moi. On va commencer par les plus anciens. Alors, tout à l'heure, il y a eu des hésitations. Est-ce qu'on dit hominini? Est-ce qu'on dit homininé? Est-ce qu'on dit hominidé? Bon. On peut faire plus simple, on peut dire ceux-là, ils appartiennent à la famille humaine. Les autres, ils n'appartiennent pas à la famille humaine. Il y a mon collègue et ami de Bonis qui est tout à fait d'accord avec moi parce qu'il a écrit un livre où dans le titre, il y a la famille humaine. C'est les ancêtres de la famille humaine. Ah, pardon, la famille de l'homme. Pardon? Oui, ça, c'est l'histoire du collègue. Un jour, on a créé le professeur et Satan a créé tout de suite le collègue. Bon, c'est l'heure de la première communication. Et cette première communication, les plus anciens, pour le moment, les plus anciens anthropoïdes, parce que vous, moi, nous sommes des anthropoïdes, nous appartenons au groupe des anthropoïdes, eh bien, les plus anciens anthropoïdes connus, pour le moment, sont connus dans le sud-est asiatique. Et donc, la première intervention qui est proposée est une intervention de Yaolak Chaimané et Olivier Chavasso, dont le titre est « Évolution des primates anthropoïdes, nouvelles perspectives asiatiques ». Ces 2 chercheurs appartiennent à l'UMR Pictave de Poitiers, mais ça ne vous surprendra pas. J'ai quelques attaches chez les Pictaves. Mais il se trouve aussi que c'est comme ça. Et le groupe à Poitiers qui travaille sur ces anthropoïdes anciens est un groupe dont le leader est mon collègue Jean-Jacques Gégère, qui parlera après. Et ils ont à leur tableau de chasse, si je peux m'exprimer ainsi,
de très belles découvertes et ils vont vous en faire part ce matin. Olivier, tu as la parole. Pour une demi-heure. Il est 10h02, donc à 10h32, tu as fini. Si c'est 30, c'est mieux. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Chavassot, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers dans le laboratoire Palévoprime et j'ai préparé cette présentation avec ma collègue Yawalak Chaimani. Dans la mesure où elle est de nationalité thaïlandaise, nous avons convenu d'un commun accord que ce serait moi qui m'occuperais de l'intégralité de cette présentation en langue française. Je vais donc vous parler de l'évolution précoce d'un groupe de primates auquel nous appartenons, c'est-à-dire le groupe des primates qu'on appelle les anthropoïdes. Et plus particulièrement dans ma présentation, j'insisterai sur les découvertes qui, depuis une vingtaine d'années, se sont accumulées et qui ont permis de considérablement modifier la vision de l'évolution de ce groupe. Puisque, on le verra tout à l'heure, ce groupe était considéré comme étant d'origine africaine pendant plusieurs décennies dans la littérature, et cette assertion a été considérablement remise en cause par des découvertes relativement récentes de fossiles en Asie. Alors, je vais commencer par vous parler de la phylogénie des primates. Donc là, on va être à une échelle très large. Donc les primates, c'est un ordre qui, dans sa définition la plus restrictive, apparaît aux alentours de la limite entre le Paléocène et l'Éocène, qui sont deux périodes de l'ère tertiaire. Donc cette limite est datée d'environ 55 millions d'années. Très rapidement, dans le registre fossile, on voit apparaître en fait deux groupes distincts de primates. D'un côté, vous avez le sous-ordre des strepsirrhéniens, qui est indiqué ici à gauche en bleu sur ce diagramme. Et puis à droite, vous avez l'autre sous-ordre de primates, qui s'appelle les aplorhiniens, auxquels nous appartenons et qui est ici figuré en rouge. Donc juste un petit mot sur les primates strepsirrhéniens. Que va-t-on trouver à l'intérieur de ce groupe ? Eh bien, on va trouver des représentants actuels que sont les lémurs, les loris, les galagos, et puis on va également trouver toute une série de fossiles, puisque ces strepsirrhéniens étaient très diversifiés, notamment durant la période Éocène. Donc les strepsirrhéniens fossiles sont principalement regroupés dans un groupe qui s'appelle les adapiformes, qui est indiqué ici à gauche sur la diapositive, et qui était un groupe très diversifié pendant la période Éocène. D'ailleurs, on trouvait dans les environs du Collège de France, durant la période Éocène, des représentants de ces adapiformes, puisque le primate Adapis parisiensis a été décrit dans les gypses de Montmartre. Au niveau des aplorhiniens, que trouve-t-on dans ce groupe ? Eh bien, on va retrouver nos primates anthropoïdes, qui est cette partie-là du diagramme, et puis on va également retrouver les tarsiers, qui sont indiqués ici, et d'autres groupes fossiles qui sont parfois interprétés comme étant proches phylogénétiquement des tarsiers. C'est ce qu'on appelle ici les homomyiformes, qui sont des fossiles qui sont connus dès 55 millions d'années, et parfois interprétés comme étant le groupe souche des tarsiers. Donc dans la version de la phylogénie des primates que vous avez ici, les homomyiformes sont considérés ici comme étant issus d'une divergence plus basale par rapport aux tarsiers. Donc voici nos anthropoïdes. Alors que va-t-on trouver dans ce groupe des anthropoïdes ? Eh bien, on va retrouver deux groupes actuels. Le premier groupe actuel, c'est ce qu'on appelle le groupe des singes de l'Ancien Monde, les cathariniens, auxquels nous appartenons. Le deuxième groupe actuel, ce sont les platyrrhéniens qui sont représentés aujourd'hui par ce qu'on appelle les singes d'Amérique du Sud ou les singes du Nouveau Monde. Donc, dans ma présentation, je vais parler essentiellement en fait, de la partie de la phylogénie des primates anthropoïdes que j'ai encadrée en vert. Vous allez voir, on a décrit au cours de l'histoire de la paléoanthropologie eh bien, toute une série de familles d'anthropoïdes qui sont généralement considérées comme plus basales phylogénétiquement par rapport à la divergence entre les cathariniens et les platyrrhéniens. Et on va voir qu'on a eu de très nombreuses découvertes en Asie dans ces anthropoïdes basaux qui ont considérablement modifié notre vision de l'évolution précoce de ce groupe.
Alors, comment peut-on définir anatomiquement un anthropoïde? Je vous donne ici quelques caractères dont la combinaison peut vous donner une définition simple d'un primate anthropoïde. À des fins de comparaison, j'ai mis dans la partie droite de la diapositive un primate strepsyrhinien pour que vous voyez un petit peu le contraste par rapport aux caractères qu'on va retrouver chez les primates anthropoïdes. Alors, le caractère numéro 1 qui va définir le clade des anthropoïdes, c'est la présence d'une cloison qui est située en arrière de l'orbite. On appelle ça la cloison postorbitaire. Cette cloison va contribuer à complètement refermer la région de l'orbite vers l'arrière et à la séparer de la fosse temporale qu'on va trouver ici au niveau de ce crâne d'anthropoïde. Si vous regardez le strepsyrhinien à droite, eh bien vous avez seulement une barre postorbitaire, mais vous avez, quand vous regardez un crâne de strepsyrhinien, une possibilité de communication entre l'orbite et la fosse temporale qui est située en arrière de l'orbite. Cette cloison postorbitaire est un caractère unique des anthropoïdes et on peut faire également la différence avec les tarsiers qui possèdent, eux, une fermeture postorbitaire mais qui est seulement partielle alors qu'elle est complète chez les anthropoïdes. D'autres caractères qui permettent de définir les anthropoïdes peuvent se trouver au niveau du crâne et de la mandibule. On peut observer que les os frontaux sont bien fusionnés. La plupart des anthropoïdes ont également une symphyse mandibulaire qui va être complètement soudée. On va également trouver chez les anthropoïdes, même s'il y a un petit peu de variabilité dans ce caractère, un museau qui va être plus court que ce qu'on connaît chez les strepsyrhiniens. Un maxillaire qui va être généralement haut sous l'orbite, une mâchoire inférieure qui va être en général haute par rapport à ce qu'on connaît chez d'autres primates non anthropoïdes. Et puis, je peux également citer des caractères au niveau des prémolaires, sur lesquels je reviendrai un tout petit peu plus tard. Au niveau des prémolaires inférieurs des anthropoïdes, on va noter une organisation transverse de ces prémolaires. La couronne va être développée de manière transverse et les racines vont être pivotées par rapport à l'axe antéro-postérieur de la mandibule, ce qui n'est pas du tout le cas chez d'autres primates, notamment chez les strepsyrhiniens. Donc voici une définition simpliste anatomique des anthropoïdes qui peut nous servir à définir morphologiquement ce groupe. En termes de distribution géographique et chronologique, voici une carte presque à jour de l'intégralité, de la quasi-totalité des sites qui ont livré des anthropoïdes au niveau de la plaque afro-arabique et de la plaque Eurasie. Vous avez donc des primates anthropoïdes qui ont été décrits en Afrique du Nord, au niveau de l'Arabie, dans le sous-continent indien au Pakistan, en Asie du Sud-Est et également en Chine. La distribution géographique de ces primates anthropoïdes est donc relativement large. D'un point de vue chronologique, les primates anthropoïdes sont connus depuis l'Éocène moyen jusqu'à l'Oligocène inférieur. Là, je parle bien évidemment des anthropoïdes basaux dans la phylogénie des anthropoïdes. Traditionnellement, eh bien, les plus anciens primates anthropoïdes étaient auparavant connus en Afrique du Nord, si bien que l'évolution des anthropoïdes était interprétée comme l'origine des anthropoïdes était interprétée comme étant issue d'une évolution au niveau du continent africain. Vous allez voir qu'en fait, on a depuis les 20 dernières années décrit toute une série d'anthropoïdes, notamment en Asie du Sud-Est et en Chine, qui sont aussi vieux, voire plus anciens, qui vont être morphologiquement plus primitifs et qui sont phylogénétiquement plus basaux que les formes africaines et qui vont attester en fait d'une origine asiatique du groupe des anthropoïdes et non plus d'une origine africaine. Alors, je vais commencer avec un plan, j'ai réalisé un plan historique. Je vais commencer par vous parler des formes africaines classiques qui étaient connues avant les formes asiatiques décrites tout récemment. Alors, vous avez une localité en Afrique qui est une localité très célèbre, qui s'appelle la localité du Fayoum, qui a livré de très nombreux fossiles d'anthropoïdes à partir du début du XXe siècle. Donc la période de temps, c'est à peu près de 37 à 32 millions d'années, ce qui correspond à l'Éocène moyen jusqu'à l'Oligocène inférieur.
Et donc, à peu près 5 familles d'anthropoïdes fossiles sont connues dans cette période de temps au Fayoum. Alors historiquement, les premiers fossiles étaient des fossiles de l'Oligocène inférieur, et puis les équipes égyptiennes et américaines qui ont travaillé plus récemment au Fayoum ont décrit des anthropoïdes jusqu'à 37 millions d'années dans l'Éocène moyen. La particularité de cette localité du Fayoum, c'est qu'elle a livré en fait des crânes qui sont extrêmement bien préservés. Vous avez sur cette diapositive des crânes d'Egyptopithecus et de Proteopithecus, qui sont deux genres d'anthropoïdes dont vous voyez des crânes quasiment complets préservés, sur lesquels on peut bien attester la présence notamment d'une cloison post-orbitaire, qui est un caractère donc très important pour reconnaître que ces primates appartiennent bien au groupe des anthropoïdes. Alors, d'un point de vue phylogénétique, Egyptopithecus est un anthropoïde qui est généralement considéré comme un catharinien basal, notamment sur le fait qu'il ne possède plus que 2 prémolaires, ce qui est un caractère de catharinien. Les formes plus basales d'anthropoïdes possèdent en général 3 prémolaires. Donc, Proteopithecus, lui, appartient à une autre famille qui s'appelle les Proteopithecidae, qui est l'une des 5 familles connues au Fayoum. Donc, pendant très longtemps, la référence absolue des anthropoïdes, c'était ces primates du Fayoum. Et donc, on considérait que ces formes étant les plus anciennes et les plus primitives jamais découvertes, eh bien, l'origine des anthropoïdes était à chercher du côté de la plaque afro-arabique. À partir des années 90, les choses ont commencé à changer considérablement. Tout d'abord parce que des primates anthropoïdes ont été décrits dans l'Éocène moyen de Chine, dans 2 localités qui sont comprises entre 45 et 40 millions d'années, c'est-à-dire dans des sites qui sont nettement plus anciens que tous les fossiles connus au Fayoum. Alors, une nouvelle famille a été décrite à cette occasion, c'est la famille des Eosimiidae, qui est une famille uniquement connue en Asie, qui est morphologiquement plus primitive et phylogénétiquement plus basale que tous les anthropoïdes africains connus. Je vous ai figuré à gauche l'un des représentants de cette famille des Eosimiidae, Eosimias, qui est un tout petit primate anthropoïde dont la masse corporelle a été estimée aux alentours de 75 grammes, ce qui est vraiment très petit par la taille de ses dents. Et vous pouvez voir que cet Eosimias avait des dents très pointues. On pense que c'était dû à une adaptation à un régime alimentaire insectivore. Alors, comment peut-on interpréter cet Eosimias comme un fossile anthropoïde ? Eh bien, on va retrouver une mâchoire qui est, par rapport à la taille des dents, relativement haute, plus haute que chez des primates non anthropoïdes. On va retrouver une partie avant de la mâchoire qui est très peu orientée, inclinée vers l'avant, à l'inverse des primates strepsirrhéniens ou des primates non anthropoïdes. Et puis, on va retrouver certains caractères dentaires, comme ces fameuses prémolaires inférieures qui vont être pivotées par rapport à l'axe antéro-postérieur de la mâchoire. Et cette combinaison de caractères a permis donc d'affilier cet Eosimias et ces Eosimiidae au groupe des anthropoïdes. Donc cet Eosimias est actuellement le plus ancien anthropoïde connu, puisqu'il date de 45 millions d'années, c'est-à-dire du début de l'Éocène moyen. Et ça a été un élément très important pour comprendre qu'en fait, ce groupe des anthropoïdes était en réalité originaire d'Asie et non pas d'Afrique, comme on le pensait précédemment. De nombreuses autres découvertes ont été effectuées en Asie du Sud-Est ces 20 dernières années. Mais si on fait un petit peu la bibliographie, on peut s'apercevoir qu'en Asie du Sud-Est, dans un pays qui s'appelle désormais le Myanmar, ancienne ex-Birmanie, des restes de primates étaient décrits depuis les années 20. 2 genres étaient décrits depuis ces années 20, le genre Pondongia et le genre Amphipithecus, qui appartiennent à une autre famille purement asiatique d'anthropoïdes qui s'appelle la famille des Amphipithecidae.
Alors pendant de nombreuses décennies, ce Pondongia et cet Amphipithecus ont été relativement peu étudiés, peu considérés dans la littérature, si bien que c'est essentiellement à partir des années 90 que ces formes ont été révisées et interprétées comme des primates anthropoïdes. En termes d'âge, Pondongia Amphipithecus sont connus dans des sites qui sont datés entre 37 millions d'années et 40 millions d'années, sachant que 37 millions d'années correspond à des datations du début des années 2000 et aujourd'hui des nouvelles datations datent plutôt ces sites aux alentours de 40 millions d'années, c'est-à-dire pendant l'Éocène moyen. À partir des années 90, l'équipe paléontologique franco-birmane, dirigée par Jean-Jacques Gégère, a découvert de très nombreux restes de primates anthropoïdes qui ont considérablement augmenté la diversité et la compréhension de l'évolution de ce groupe. Vous avez ici sur cette diapositive l'un des nouveaux genres qui a été découvert, qui s'appelle Bainia, qui appartient à la famille des Eosimiidae. Donc c'est un cousin des formes chinoises comprises entre 40 et 45 millions d'années. Et c'est un primate également de très petite taille, puisqu'il pesait vraisemblablement aux alentours de 500 grammes, cette masse corporelle étant toujours estimée à partir de la taille de ses dents. Donc cette découverte de Bainia a été très importante puisqu'elle a permis de conforter le fait qu'en Asie du Sud-Est également, on trouvait cette famille basale d'anthropoïdes qui est la famille des Eosimiidae. De nombreux autres restes dentaires ont été trouvés, notamment par la mission paléontologique franco-birmane depuis la fin des années 1990, notamment de nombreux restes appartenant à la famille des Amphipithecidae. Vous avez sur cette diapositive plusieurs restes appartenant soit à Amphipithecus, soit à Pondongia. Ce sont principalement des restes de mâchoire inférieure. Les restes de mâchoire supérieure sont plus rares dans le registre fossile. Donc, Amphipithecus pondongia, ce sont des amphipithecidae de beaucoup plus grande taille, ce sont des primates de beaucoup plus grande taille par rapport aux Eosimiidae, puisqu'on a des masses corporelles estimées comprises entre 4 et 7 kg. Donc ce sont déjà des primates de grande taille pour l'Éocène moyen. En termes de taxonomie, juste un petit commentaire sur Amphipithecus versus Pondongia. Ce sont deux noms qui ont été décrits très tôt dans la littérature, à partir des années 20. Notre groupe de recherche pense que en fait, Amphipithecus est un synonyme junior de Pondongia, puisque avec la découverte de toutes ces mâchoires, on s'est aperçu qu'on avait un continuum de taille et de morphologie entre Amphipithecus et Pondongia. Et dans la mesure où Pondongia est un genre qui a été décrit un petit peu avant Amphipithecus, eh bien, c'est lui qui a priorité dans la nomenclature internationale. Donc on utilise aujourd'hui uniquement le nom de genre Pondongia, tout du moins dans notre équipe. Depuis la fin des années 90, d'autres genres ont été décrits dans la littérature. Vous avez ici deux exemples de genres, toujours dans la famille des Amphipithecidae. Le genre Ganlea, qui est ici figuré à gauche, qui est un amphipithécidé qui possède la particularité d'avoir une canine de très grande taille, peut-être due à une adaptation à un régime alimentaire de type mangeur d'objets durs, par exemple des graines. Et puis, vous avez à droite un autre amphipithécidé, Myanmarpithecus, qui a été décrit par une équipe japonaise et qui est un autre genre de la famille des amphipithécidés. Quand on regarde la sédimentologie de ces sites de l'Éocène moyen de Birmanie, on peut s'apercevoir qu'on a une certaine cyclicité dans les dépôts. Vous pouvez voir sur cette diapositive, au milieu de la photographie, des alternances entre des strates blanches et des strates rouges qui correspondent à des niveaux de paléosol. Alors vous avez un ancien doctorant du laboratoire Palévoprime qui a fait une étude sédimentologique de ces dépôts et qui a proposé une interprétation. Il a proposé que cette cyclicité des sédiments serait due à une saisonnalité du climat dans cette région d'Asie du Sud-Est et il a attribué cette saisonnalité comme étant potentiellement due aux prémices de la mousson asiatique.
Donc potentiellement, ces anciens anthropoïdes d'Asie du Sud-Est évoluaient dans un climat saisonnier de type mousson. Plus récemment encore, une troisième famille de primates anthropoïdes a été décrite dans l'Éocène de Birmanie. C'est la famille des Afrotarsiidés, qui est connue par un genre qui s'appelle Afrasia, qui est un genre extrêmement rare puisqu'on a trouvé seulement quelques dents appartenant à Afrasia. D'un point de vue phylogénétique, Afrasia et les Afrotarsiidés sont interprétés comme étant des anthropoïdes vraiment basaux et ils sont voisins des Eosimiidés qu'on trouve en Birmanie et en Chine. Vous avez notamment dans cette phylogénie une interprétation dans laquelle les Afrotarsiidés ont été retrouvés comme étant le groupe frère des Eosimiidés dans un groupe qui est vraiment à la base du clade des anthropoïdes. Donc on a mis au jour en Birmanie désormais une très grande diversité d'anthropoïdes avec 3 familles distinctes, dont 2 groupes qui sont des groupes vraiment basaux dans la phylogénie des anthropoïdes. Alors rapidement, je vous présente quelques données sur la Thaïlande, puisque d'autres genres d'anthropoïdes ont été décrits dans l'Éocène terminal de Thaïlande, dans un site qui s'appelle Krabi, qui est daté de 34 millions d'années. Donc 2 genres d'anthropoïdes appartenant également à la famille des Amphipithécidés ont été découverts. Le genre Siamopithecus, qui est un genre de grande taille, puisqu'il a une masse corporelle estimée entre 6 et 8 kg. À l'inverse, le genre Crabia, décrit en 2013, était beaucoup plus petit, puisqu'il pesait environ potentiellement 200 grammes. Donc on a mis au jour en fait une diversité morphologique de taille très importante au sein de la famille des Amphipithécidés, qui suggère qu'en fait, en Asie du Sud-Est et en Asie de manière plus générale, on a vraisemblablement assisté dès l'Éocène moyen à une radiation et une diversification très importante de ces primates anthropoïdes, parfois avant même de connaître les premiers anthropoïdes du côté africain. Ces dernières années, il n'y a pas eu que des découvertes d'anthropoïdes au niveau de l'Asie ou de l'Asie du Sud-Est. Il y a également des découvertes qui ont été faites en Afrique du Nord, notamment en Libye. Je vais vous présenter rapidement une découverte qui a été faite toujours par le laboratoire Palévoprime dans un site qui s'appelle Durat Tala, qui est situé dans le désert libyen et qui est daté d'environ 39 millions d'années, c'est-à-dire l'Éocène moyen. Alors, vous avez une faune de primates qui a été décrite dans cette localité de 39 millions d'années. On connaît des stripsiriniens, mais également une diversité relativement importante de primates anthropoïdes dans cette localité, puisque pas moins de 3 familles d'anthropoïdes sont décrites à Durat Tala. Vous avez des oligopithécidés, des parapithécidés, qui sont des familles typiquement africaines qu'on connaît par ailleurs dans les localités du Fayoum. Et puis, vous avez, plus surprenant, la famille des Afrotarsiidés, qui est une famille qu'on a interprétée comme étant d'affinité asiatique, puisque le primate qui vous est figuré ici, Afrotarsus, possède des ressemblances morphologiques tout à fait étonnantes avec un primate que je vous ai présenté précédemment dans l'Éocène de Birmanie, qui s'appelait Afrasia. Donc la faune de Durat Tala à 39 millions d'années est très diversifiée, mais possède un mélange d'un taxon d'affinité asiatique avec des taxons qui sont, eux, typiques du registre fossile de l'Éocène africain. Alors comment est-ce qu'on a interprété ça ? Dans la mesure où les plus anciens et les plus primitifs anthropoïdes sont décrits en Asie, l'hypothèse qu'on a proposée suite à la découverte d'Afrasia et d'Afrotarsus en Libye, qui sont 2 fossiles qui sont très proches morphologiquement, phylogénétiquement, et qui proviennent de localités qui sont relativement contemporaines, c'est-à-dire de la fin de l'Éocène moyen, nous avons proposé qu'il y a eu pendant l'Éocène moyen un événement de dispersion des anthropoïdes depuis l'Asie vers l'Afrique, et une partie donc des faunes africaines qu'on trouve à l'Éocène moyen serait le résultat de la colonisation par les formes asiatiques d'anthropoïdes suite à cet événement de dispersion.
Alors bien évidemment, de nombreuses questions se posent quant à cette dispersion, notamment la voie de dispersion, puisque vous voyez sur la carte paléogéographique, si vous voulez passer d'Asie vers l'Afrique, eh bien vous devez traverser l'océan qui s'appelle la Thétis. On pense peut-être que la plaque iranienne qui est illustrée ici sur ce dessin a pu servir de voie de dispersion pour les primates anthropoïdes ou d'autres mammifères qui seraient passés à cette époque d'Asie vers l'Afrique. On se demande actuellement au sujet de cette dispersion d'Asie vers l'Afrique s'il n'y aurait pas eu plusieurs événements de dispersion et non pas un seul événement de dispersion qui pourrait expliquer eh bien, les représentants qu'on va trouver dans l'Éocène moyen d'Afrique qui, pour le moment, n'ont aucune affinité avérée avec les primates anthropoïdes asiatiques. Donc potentiellement, l'évolution africaine des anthropoïdes pourrait être le résultat de plusieurs vagues de dispersion d'anthropoïdes depuis l'Asie vers l'Afrique. Bien évidemment, il nous reste à trouver des fossiles pour pouvoir démontrer, étayer cette hypothèse. D'autres problèmes, de nombreux problèmes se posent toujours quant à l'évolution précoce des anthropoïdes. Par exemple, certains fossiles cadrent mal avec le scénario évolutif que je vous ai proposé jusqu'à présent, qui est, je l'accorde, relativement simpliste. Par exemple, dans l'Oligocène inférieur du Pakistan, aux alentours de 33 millions d'années, vous avez aussi des primates anthropoïdes qui ont été décrits, le genre Buctypithecus et le genre Phileosimias, qui ont été, dans leur description d'origine, interprétés comme étant des amphipithécidés et des éosimiidés respectivement, c'est-à-dire les mêmes familles que ce qu'on va trouver dans le sud-est asiatique et dans l'Éocène de Chine. Alors actuellement, on se demande au final si Buctypithecus est bien un amphipithécidé et si Phileosimias est bien un éosimiidé. Ces fossiles, pour l'instant, cadrent relativement mal avec nos scénarios évolutifs, pour l'instant relativement simplistes, de cette évolution précoce des anthropoïdes. Et potentiellement, ces deux primates du Pakistan pourraient appartenir à des groupes encore indéterminés d'anthropoïdes basaux. Dernier problème que je cite avant de laisser la parole, on a évidemment en Asie, en particulier en Asie du Sud-Est, un problème sur la nature très fragmentaire des restes fossiles de primates anthropoïdes, puisque, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré uniquement des dents isolées et des fragments de mâchoire. On n'a pratiquement aucun reste post-crânien et on n'a malheureusement aucun crâne qui puisse, par exemple, attester de la fameuse fermeture post-orbitaire qu'on a pu voir sans problème sur les fossiles d'anthropoïdes du Fayoum. On continue donc à travailler, notamment ici sur ces photographies dans l'Éocène moyen de Birmanie. Ça, ce sont des clichés de la mission paléontologique franco-birmane. Et on cherche bien évidemment à documenter le registre fossile de ces anthropoïdes basaux afin de mieux comprendre leur évolution et notamment l'évolution de leur morphologie au cours du temps. Je vous remercie de votre attention.